Très bien les gars, nous y sommes. Je n'aurais jamais imaginé qu'une enquête comme celle-ci nous mènerait à ce point. Et je ne fais même pas référence au procès, je parle de quelque chose de bien plus important. Avant toute chose, je tiens à vous informer que cela a été annoncé il y a à peine 3 heures, l'annonce de l'effondrement du gouvernement français. Et oui, ça y est, le gouvernement français s'effondre à nouveau, vous pouvez le voir sur ce titre du New York Times. Le gouvernement français s'effondre, à nouveau, aggravant la paralysie. Mais je ne veux pas que vous vous laissiez distraire par ça parce que je crois sincèrement que c'est un peu de la distraction tout ça. Pourquoi est-ce précisément tombé aujourd'hui? Je crois tout simplement qu'ils ne veulent pas que vous regardiez la saison 2 de Becoming Brigitte. Je crois personnellement qu'Emmanuel Macron cherche juste un moyen de s'en sortir et à la place ils disent non, il faut que les Français descendent dans la rue. J'espère vraiment qu'à ce point maintenant vous comprenez que ces décisions, tout comme le fait de savoir qui va être président et quand, ces décisions se prennent littéralement en conseil d'administration. Et si vous n'en êtes pas convaincu, alors j'espère que vous comprendrez ces choses d'ici la fin de cet épisode. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la saison 2 de Becoming Brigitte. Il se passe beaucoup de choses les gars, beaucoup de choses. J'aimerais que vous me preniez au sérieux quand je vais vous dire cela. J'essaie pas de faire de la blague ou d'être drôle sur ce sujet. Je trouve que Brigitte Macron ne marche pas correctement. Elle marche trop bizarrement. Je pense qu'on peut discerner beaucoup de choses à travers la démarche de quelqu'un. Et j'aimerais vous inviter à prêter attention à la façon dont Brigitte Macron marche. Voici en particulier un extrait d'elle sortant d'un magasin à Paris. Regardez ça, on l'a mis au ralenti pour vous. Regardez ses jambes, sa posture. Je trouve ça intéressant. Ok. Et bien sûr, il faut ajouter à cela le désormais très tristement célèbre extrait de Brigitte en tant que professeure de théâtre. Parce que bien sûr, vous pouvez observer la façon dont elle marche, mais vous pouvez également observer la façon dont Brigitte s'assoit. Regardez cet extrait. Et oui, c'est un vrai extrait, c'est pas du trucage. Ce que ça donne quand tu l'as fait, parce qu'elle plonge. Isma, le réel. Ok. Il y a vraiment quelque chose dans la façon qu'a eu Brigitte de s'asseoir dans cet extrait. Quand vous y regardez en tant que femme, vous vous dites non mais ça c'est pas la façon dont les femmes s'assoient. On s'assoit pas comme ça. On n'écarte pas les jambes comme ça quand on s'assoit, jamais de la vie. Et donc on a tendance à réaliser quand on regarde cette image en particulier qu'on a en fait affaire à un homme. Mais je me sens encore davantage concernée par la façon dont elle marche, vous savez, en ouvrant un petit peu les jambes comme ça, en écartant les jambes, notamment lorsqu'elle sort du magasin. Je dirais en particulier que cette démarche est assez militaire. Et pour ceux qui ont été dans une carrière militaire assez longue, qui ont été dans l'armée pendant longtemps, ils savent que se défaire de cette démarche est assez difficile. Et juste pour vous rappeler ça au passage, le frère de, je mets ça entre guillemets, Brigitte, Jean-Michel Trogneux, possède un véritable dossier militaire que le gouvernement refuse de divulguer pour une raison ou une autre. Il s'agit d'une présence militaire qui est quand même assez longue, et c'est à ce moment-là que Jean-Michel Trogneux, en quelque sorte, disparaît. Vous devriez également être informé qu'il avait le grade de sergent en Allemagne. Et c'est un détail très important à garder en tête. Il avait le grade de sergent en Allemagne lorsqu'il était au Spice Club. Et bon, ça on arrive à le traquer, à le vérifier, grâce en partie notamment au merveilleux travail du livre de Xavier Poussard. Donc pour résumer et commencer cet épisode, je vais vous montrer quelques photos de Jean-Michel Trogneux au fil des années. Le voici en 1953 à l'école d'Amiens. Nous avons également la photo de Jean-Michel en 1954 à l'école d'Amiens. Et enfin, nous avons cette photo de lui en 1955, toujours à l'école d'Amiens. Et bien sûr, la photo principale, celle qui nous a fait couler tant d'encre, c'est cette photo que Xavier Poussard a eu beaucoup de mal à obtenir, celle de 1963. À l'âge de 18 ans, Jean-Michel était donc en école d'ingénieur. Mais comme l'a révélé Xavier Poussard dans son livre, cette époque, cette période où il était en école d'ingénieur est un peu compliquée. J'aimerais que vous puissiez, pour vous donner référence à vous les Américains qui regardaient la vidéo, vous référer à cette période un petit peu comme nous le ferions ici aux États-Unis, comme le lycée en fait. C'est la façon la plus simple de se représenter cette période de sa vie. Donc en 1963, à l'âge donc de 18 ans, Jean-Michel aurait dû obtenir son diplôme. Mais au lieu de ça, comme l'a découvert Xavier Poussard, pour une raison inconnue, malgré sa présence sur la photo de classe de 1963, il se trouve que Jean-Michel Trogneux n'a pas obtenu son diplôme. Et Xavier Poussard a trouvé toutes sortes d'étrangetés pendant le processus où il essayait d'obtenir tous ses dossiers. Je vais vous lire un extrait de son livre où il est écrit, je cite, « Le document de 20 pages montre, et donc là il fait référence à ses dossiers scolaires, que Jean-Michel Trogneux, alors âgé de 18 ans, l'âge auquel le diplôme était généralement décerné en France, n'avait en réalité pas été scolarisé au cours des 3 années précédentes. Il se trouve qu'il n'avait aucun diplôme, pas même le BEPC normalement décerné à la fin de la 3e.
Ok, c'est bizarre quand même. Où était Jean-Michel Trogneux à 15 ans, 16 ans, 17 ans? Il dit aussi qu'il y a eu beaucoup d'absences pendant ses études. Et puis on accélère un petit peu le temps jusqu'en 1967, à l'âge de 23 ans. On sait à ce moment-là que Jean-Michel Trogneux est en Allemagne, c'est un fait, au Spires Club. Je tiens également à préciser que cette région est une région allemande qui a causé tellement de dégâts pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait également, comme je le dis il y a quelques instants, qu'il avait le grade de sergent. Mais Xavier Poussard, dans son livre Becoming Brigitte, est absolument sans équivoque sur l'identité exacte de Jean-Michel Trogneux. Il tient à ce que vous sachiez que Jean-Michel Trogneux est devenu Brigitte. Il a écrit ceci, et je le cite, « De ce fait, nous pouvons donc conclure que Jean-Michel Trogneux a vécu avec l'identité civile de naissance de sa sœur Brigitte Trogneux depuis au moins 1986. Logiquement donc, les enfants, donc Sébastien, Laurence et Tiphaine Osière, sont donc administrativement ses neveux, à savoir les enfants de Brigitte, entre guillemets. Moi, je trouve ça incroyable qu'il ait écrit ça dans le livre, parce que rappelons quand même que Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi pour diffamation. Et je me demande la question, pourquoi? Pourquoi Xavier Poussard, si cette information est fausse, si elle est erronée, pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi pour diffamation? Il est citoyen français, ça ferait bien plus de sens, ce serait beaucoup plus logique. Mais ça, c'est un indice supplémentaire, les amis. Le président Macron, qui était paniqué, qui est en panique à ce moment-là, n'a pas été en mesure de fournir une véritable explication pour justifier que ce procès se tienne aux États-Unis. Il a dit, il a prétexté que c'est parce que cette histoire avait pris une telle ampleur aux États-Unis, en Amérique, il fallait réagir, il fallait faire quelque chose. L'histoire était devenue si importante aux États-Unis qu'il fallait faire quelque chose. Eh bien ça, mes amis, c'est encore un indice. Et je vous le dis, quand on panique, on a tendance à commettre des erreurs. Je vous rappelle quand même, avant même que nous commencions cette série, le clan Macron avait déjà envoyé des avocats. Ils avaient, je vous le rappelle, déjà envoyé des enquêteurs pour enquêter sur moi. Sans oublier le fait qu'Emmanuel Macron a même pris l'avion pour les États-Unis pour parler avec Trump à ce sujet. Donc nous devons vraiment nous poser la question, qu'est-ce qui en particulier dans la voix que je suis et mon influence ici aux États-Unis inquiète autant le palais de l'Élysée? Eh bien, en retraçant la vie de Jean-Michel Trogneux, Xavier Poussard a, je pense sans le savoir, découvert ce qui est possiblement sur le point de nous mener à la vérité. Voici ce qu'il a écrit dans Becoming Brigitte. Il a écrit, je cite, ou plutôt demandé, je cite, « Qu'a fait Jean-Michel Trogneux entre 1968 et 1973 ?» Bien que l'on sache très peu de choses sur cette période de sa vie, Brigitte a toujours affirmé avoir assisté à l'alunissage américain de 1969 à la télévision depuis les États-Unis. Ouais, la réponse est vraiment évidente si vous êtes bien attentif. C'est que Jean-Michel Trogneux a dû séjourner aux États-Unis de 1968 à 1973. Et pourquoi sont-ils paniqués? Ils sont paniqués tout simplement parce qu'il y a quelque chose ici aux États-Unis auquel nous ne devrions surtout pas avoir accès. Macron avait véritablement besoin que l'enquête sur la vie et les antécédents de Brigitte soit contenue, confinée juste en France, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'il se trouve que Jean-Michel Trogneux n'était pas en France pendant ces années-là. De ce fait, il est très peu probable qu'un journaliste français ait pu résoudre le mystère à lui seul en restant en France. Et malheureusement pour les Macron, le destin a voulu que ce journaliste français, Xavier Poussard, fasse équipe avec une Candace Owens très tenace. Et donc, de plus en plus de panique et de plus en plus d'erreurs de la part du palais de l'Élysée. Le dépôt de plainte contre moi était en soi une très mauvaise idée. Mais au-delà de ça, c'était vraiment un travail bâclé. MK Ultra, MK Ultra, MK Ultra, MK Ultra, MK Ultra, MK Ultra. Ils l'ont répété 18 fois. Les chiens n'aboient que s'ils perçoivent une menace. Et donc j'aimerais brièvement vous rappeler que nous avons découvert un Jean-Marie Trogneux, je pense qu'il pourrait possiblement s'agir du père de Brigitte, à bord d'un navire en 1961 en provenance de France, faisant escale au Canada avant d'arriver à Auckland, en Californie. Et par chance, il se trouve que ce navire était impliqué dans un procès la même année, ce qui nous a permis de savoir quel type de cargaison il transportait. Et bizarrement, je vous avais mentionné qu'il s'agissait d'un aimant de 3600 kilos. Et d'un ton un peu détaché, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on peut faire d'un aimant de 3600 kilos? C'est bizarre, non? Et mon mari m'a tout de suite répondu, mais attends, ça c'est du niveau militaire. Ok, intéressant.
De plus, nous avons appris dans les épisodes précédents que le capitaine de ce navire s'appelait Guy Chauplin. Il était à bord, c'était lui le capitaine du navire, et pourtant nous n'avons trouvé aucune photo de lui, à part deux malheureuses photos, dont l'une qui semble être finalement son empreinte officielle, hein, qui était dans le dossier des capitaines. On dirait vraiment un jeune adolescent, pardon, regardez là, c'est Guy Chauplin sur la photo. Tout ce qu'on a réussi à trouver, à déterminer à propos de ce Guy Chauplin, c'est qu'il est né en 1910 et qu'il est décédé en 1994. Ok, bon, personnellement, je trouve que quand tu regardes la photo, il a un peu la tête de trogneux, comme on regarde les oreilles un peu, hein. Mais bon, là, ce sont que mes spéculations personnelles, donc passons à autre chose. Ce qui n'est en revanche pas une spéculation, c'est que dans les années 1960, MK Ultra battait vraiment son plein en Californie. Et notre gouvernement était assez dérangé, je dirais même vraiment dérangé, par ce qu'ils essayaient de faire avec ce programme. Ils s'intéressaient spécifiquement, et ce n'est là qu'un seul des aspects de MK Ultra, à l'utilisation d'aimants. C'est pas une blague, hein, pour pirater nos cerveaux. Franchement, j'aimerais que ce soit une blague, mais honnêtement, sachez que parmi les nombreux projets qui utilisaient des aimants, l'un de ces projets s'appelait le sous-projet 119. En fait, le gouvernement voulait savoir s'il était possible de modifier nos ondes cérébrales en utilisant de gros aimants. Non mais je vous assure, je plaisante pas, hein. C'était vraiment l'époque de la psychologie dérangée, quoi. D'ailleurs, il n'y a jamais vraiment eu d'époque où la psychologie n'a pas été complètement dérangée, mais cette fois-ci, c'était vraiment spécial, hein. Ils avaient besoin de savoir s'ils pouvaient pirater, hacker et contrôler nos esprits. Et il se trouve que les électro-aimants étaient un élément vraiment essentiel du programme d'expérimentation MK Ultra. Ce projet en particulier, le sous-projet 119, était dirigé par deux médecins de l'UCLA, l'Université de Californie, qui ont découvert que le cerveau irradie de basses fréquences en fonction des activités respectives qu'on fait. Donc voilà, ils se sont dit, ah, le cerveau émet des fréquences en fonction de l'activité. Et donc ils se sont posé la question s'ils pourraient ensuite manipuler ces ondes cérébrales électromagnétiquement. L'université de Stanford a également repris des recherches sur les électro-aimants au début des années 70. Si vous vous procurez les annuaires de Stanford de l'époque, vous verrez qu'ils en parlent énormément. Et comme je vous l'ai dit, moi je le sais parce que j'ai pris le temps d'aller consulter toutes ces archives. Le leader du programme MK Ultra était, nous le savons, le docteur Jolly West. Et d'après le livre de Tom O'Neill, KO, nous savons que Jolly West était à l'université de Stanford en 1966. Et ce que je suis sur le point de vous raconter sur cette expérience carcérale de Stanford va vous choquer. Parce que bien sûr, vous me connaissez maintenant. Je suis curieuse. J'ai dû envoyer quelqu'un de mon équipe là-bas pour accéder à ces dossiers. Et bien entendu, j'ai pris le soin de contacter moi-même l'un des prisonniers impliqués dans cette expérience. Mais d'abord, je voudrais commencer par vous donner un petit peu de contexte sur cette expérience. Nous le savons, les histoires les plus dramatiques concernant les récits de l'Holocauste n'ont commencé à se manifester que des décennies après que les événements se soient produits. Et au fil de l'évolution des récits, les gens ont commencé à se demander, mais devons-nous vraiment croire qu'il est possible que le mal ait pu s'emparer des gens à ce point, à cette époque-là? Les gens sont-ils intrinsèquement si mauvais de base que s'ils voient quelqu'un faire du mal, ils vont eux aussi faire du mal, comme ça a été le cas avec tous ces nazis? Il fallait qu'ils réussissent à justifier, notamment à travers le procès de Nuremberg, voilà, tous ces gens qui ont commis des atrocités, il fallait l'expliquer. Et donc on se pose légitimement la question, est-il possible qu'une personne qui n'a jamais fait de mal à personne de toute sa vie puisse se transformer radicalement en un monstre? Existe-t-il un monstre silencieux, en quelque sorte, qui vive en chacun de nous? Ils ont essayé d'expliquer ces atrocités de cette façon. Eh bien, Philippe Zimbardo, de l'université de Stanford, a entrepris de prouver que, dans un environnement propice, eh bien oui, très rapidement, des gens pouvaient commettre des actes indicibles s'ils voyaient tout le monde le faire autour d'eux. Si la direction au-dessus d'eux leur dit « Hey, il faut arracher l'œil de cette personne », eh bien ils le feront. D'ailleurs, presque instantanément, sans réfléchir. Ils ont expliqué qu'ils le faisaient parce que c'est tout simplement ancré en chacun de nous. Donc ne remettez jamais en question les histoires que vous lisez. Et vous devriez également faire preuve de clémence et de compréhension quant à toutes les futures tortures militaires, tous les scandales qui sont sortis par la suite. Parce que c'est ce que l'être humain est finalement. Les êtres humains sont des êtres sadiques. L'expérience de la prison de Stanford a été financée par l'Office naval des recherches navales des États-Unis. Et je vais tout simplement vous laisser écouter Philippe Zimbardo, dans ses propres mots, expliquer comment cela a été mis en place. Écoutez bien. Notre objectif, en 1971, était d'étudier les conséquences comportementales et psychologiques de ces tortures. Devenir prisonnier ou gardien de prison.
Pour ce faire, nous avons décidé de simuler un environnement carcéral, tant physiquement que mentalement, puis d'observer les effets de cette institution sur tous ceux qui y étaient enfermés. Nous avons donc utilisé le sous-sol du bâtiment de psychologie pour mettre en scène notre petite pièce de théâtre, qui était initialement prévue pour 2 semaines. Un ensemble de petits bureaux a été transformé en un environnement carcéral fonctionnel. Il comprenait 3 cellules, une salle de garde, le bureau du directeur, le bureau de mon surintendant et un placard utilisé si nécessaire pour l'isolement. Nous avons fait appel à des experts pénitentiaires pour nous aider à concevoir et à construire notre prison. Le plus important d'entre eux était Carlos Prescott, l'ancien détenu récemment libéré après avoir purgé 17 ans de prison dans les prisons de Saint-Quentin et de Soledad. Nous avons publié une annonce dans le journal municipal pour trouver des participants qui seraient ouverts à une expérience étudiant les effets psychologiques de la vie en prison. Ils seraient rémunérés 15 $ par jour. Plus de 70 personnes ont postulé. Ils ont passé des entretiens diagnostiques et des tests psychologiques, afin bien sûr d'éliminer tous ceux présentant des signes d'anomalies psychologiques, des handicaps médicaux ou des antécédents criminels ou de consommation de drogue. 24 d'entre eux ont finalement été sélectionnés. C'étaient tous des hommes en bonne santé, normaux, intelligents, issus de la classe moyenne, issus d'universités de tous les États-Unis. Et d'un coup de pile ou face, chacun a été assigné au hasard pour jouer le rôle de prisonnier ou de gardien. C'est vraiment le hasard qui a déterminé qui était prisonnier ou gardien. Le hasard? La classe moyenne? Ok. Zimbardo lui-même qualifie l'expérience de drame, ou plutôt de drama, c'est-à-dire comme une expérience théâtrale en fait. En anglais, c'est un peu de drama, quoi. Donc rencontrons les prisonniers, faisons simplement connaissance avec ces acteurs, parce que je pense que c'est pertinent. Vous allez voir, c'est très pertinent, soyez très attentifs. Donc passons en revue ces différentes personnes. D'abord, nous avons Doug Corpy, qui est donc diplômé de Stanford en 1989. Son père était franc-maçon, membre de la Sons in Retirement. Passons au suivant, c'est qui? Clay Ramsey. Ok, Clay Ramsey travaillait dans les marines, il travaillait sur un navire marchand. D'ailleurs, je tiens à vous dire que vous ne trouverez pas cette information-là en particulier dans le livre de Zimbardo, ni dans celui de Le Texier. C'est moi qui ai fait des recherches approfondies pour pouvoir découvrir tous ces faits factuels sur ces différents individus. Passons à la diapo suivante. Richard Yako, prisonnier 1037. Son père était Samuel Yako. Samuel Yako était dans la marine américaine. Il travaillait pour la NASA comme ingénieur. Richard produisait et réalisait des publicités pour la NASA. Ok, passons à la diapo suivante. Glenn Gee, qui est donc diplômé lui aussi de l'université de Stanford, il est le prisonnier 3401. Il a obtenu un diplôme dans la génie chimique 1 an avant l'expérience, et il avait également reçu ce diplôme de l'université de Stanford. Passons à la diapo suivante, nous avons ici Paul Baron. Il a travaillé pour Halliburton après avoir obtenu une maîtrise et un doctorat de l'université de Stanford. Son père, comme nous l'avons écrit ici, pourrait être Paul Baron, l'ingénieur électricien qui travaillait pour la Rand Corporation. Ensuite, nous avons Stewart Levin, qui a travaillé pour Halliburton Energy Services, ainsi que pour Standard Oil comme géophysicien. Il a lui aussi obtenu un diplôme de Stanford et un master en sciences. Nous avons ensuite Jim Roney, prisonnier 4325. Son père à lui, James Roney, est le capitaine de la base aéronavale de Moffett, également commandant du navire qui a récupéré Apollo 8. Son père était également ingénieur aéronautique et directeur des sciences et de l'ingénierie à l'Académie navale. Ok. Nous avons ensuite Jerry Chu, prisonnier 5486. Nous apprenons par Jerry Chu qu'il a séjourné au Canada avant l'expérience. Il est originaire de Pennsylvanie et a abandonné ses études. Et bien entendu, pour finir, le prisonnier qui nous intéresse tous ici, Thomas Williams. Thomas Williams était sans abri et il nous est raconté dans le livre de Le Texier qu'il était un étudiant de premier cycle qui vivait dans sa voiture avant l'expérience. Et vraiment, c'est tout ce que nous savons, donc ça m'a vraiment intéressée. On nous a, vous le savez, également informé que l'un de ces prisonniers était en réalité une taupe, ce qui signifie qu'il travaillait pour Philippe Zimbardo. Et donc nous comprenons en réalité qu'il jouait vraiment la comédie. Ce prisonnier n'était qu'un acteur qui faisait semblant. Et au plus profond de moi, j'avais vraiment cette impression quand nous avons commencé à en parler que ce prisonnier en particulier, il pourrait bien s'agir du sosie de Jean-Michel Trogneux, le prisonnier 2093.
Mais en réalité, nous n'avions vraiment qu'un seul indice sur cette taupe, qui nous a d'ailleurs été donné par l'un des prisonniers lui-même, Jonathan Mark. Enfin, je veux dire, l'un des gardes, Jonathan Mark, qui avait géré un flux sur Reddit. C'était en 2015, donc il y a déjà 10 ans. Il avait posté sur Reddit, je cite, « J'étais gardien dans l'expérience de Stanford, alors allez-y, posez-moi toutes vos questions. » Et voici ce qu'il a écrit dans ce message. Il nous informe que le prisonnier retiré de l'expérience pour cause de dépression nerveuse, donc nous avons vu ensemble qu'il s'agissait de Doug Corpy, était en fait le frère cadet d'un de mes amis. Mais je n'ai jamais plus eu de contact avec lui par la suite. Lorsqu'il a été retiré de l'expérience, il a été remplacé par un nouveau prisonnier. Il s'agissait d'un étudiant de 3e cycle travaillant avec Zimbardo, qui avait été placé dans l'expérience comme taupe pour découvrir les manigances des étudiants prisonniers. Il se trouve que ce nouveau prisonnier / étudiant de 3e cycle était aussi une de mes connaissances. Donc même si je ne l'ai pas dénoncé, et je suis sûre qu'aucun de nous n'était censé savoir qu'il faisait partie de l'équipe de recherche, et d'ailleurs son parcours n'a jamais été publié, en tout cas à ma connaissance, moi je savais qui il était. Ok, bon, moi j'ai trouvé ça d'une façon générale quand même assez intéressant. D'abord, nous allons aborder la date de publication de ce message en 2015. Il y affirme ici de façon extrêmement explicite que la taupe était une connaissance et un étudiant diplômé. Macron est élu en 2017. Thibault Le Texier, un étudiant en gestion d'entreprise avec une formation en gestion d'entreprise, publie d'un coup par hasard un livre sur l'expérience en mars suivant. Et puis ensuite, on voit cette Française, Juliette, qui réalise carrément tout un documentaire sur l'expérience. Donc mon instinct me disait que cet intérêt très soudain et très français pour cette expérience n'était pas vraiment fortuit. Et je peux vous dire que mon instinct s'est avéré être juste. Vous savez, dans le livre de Le Texier, il affirme que la taupe était un étudiant diplômé. Il a dit que cet étudiant préparait son master à l'université de Stanford. Donc il est d'accord avec Jonathan Mark quand il dit sur son fil Reddit sur ce sujet. Mais dans son livre, Le Texier est clair, vraiment, il nomme la taupe. Il dit clairement qu'il s'agissait d'un étudiant nommé David Gorshov. J'imagine que je suis tombée là sur la première erreur, parce qu'une simple vérification m'a permis de savoir que David Gorshov n'a jamais obtenu ni poursuivi son master à Stanford. En réalité, ce David Gorshov était un étudiant de licence qui avait un cours avec Zimbardo. Donc ça m'a vraiment rappelé, vous savez, ce que Xavier Poussard dit quand il dit qu'il faut quand même semer quelques petits mensonges le long du chemin pour réussir à semer la confusion et perdre les gens dans tout ce récit. Donc je me suis dit qu'il était essentiel de confirmer qui était la taupe et pourquoi le Texier aurait-il mentionné dans son livre qu'il s'agissait de David Gorshov. Comme nous l'avons vu, c'était bien sûr le prisonnier 2093, auquel on se référait comme étant le Surge, le sergent. Et c'est vraiment ce personnage en particulier, vous l'avez bien compris, qui nous intéresse dans notre histoire. Tout d'abord parce que j'ai des yeux, je vois bien que le gars ressemble clairement à Jean-Michel Trogneux. Et également, s'il s'avère que c'est effectivement Jean-Michel Trogneux, il correspondrait parfaitement à la description d'un étudiant de master qui aurait pu travailler avec Zimbardo. Parce que Zimbardo évoque toute cette affaire en désignant ce personnage en particulier comme ayant un certain niveau de jeu d'acteur, mais aussi parce que quand j'accède aux images qui sont publiques de ce prisonnier 2093, j'arrive à détecter un accent qui n'est pas américain. Écoutez bien ce que je vais vous diffuser. C'est selon moi, à mon avis, quelqu'un qui parle excellemment bien l'anglais, mais qui a du mal avec la prononciation, notamment des R en anglais. Parce que la plupart des gens, quand on apprend une langue, surtout avec l'anglais, on a du mal avec les R. On a du mal un petit peu à les retenir. Je vais donc vous montrer un extrait du sergent, prisonnier 2093, et j'aimerais que vous fassiez très attention à sa façon de parler. Si on vous faisait du mal aujourd'hui, vous seriez prêt à renoncer à la journée que vous avez gagnée jusqu'à présent? Je pense que la seule réponse possible à cette question est non, monsieur. Pourquoi? Mon raisonnement derrière tout cela, c'est que renoncer à mon solde actuel représenterait en réalité une perte de 5 jours de vie bien plus importante que si je la perdais autrement. Donc, selon vous, en d'autres termes, payer compense le temps? Non, monsieur. J'ai commencé à réaliser de plus en plus, notamment au cours de ces 5 jours, que le temps consacré à mes études, à l'université de Stanford, ne pouvait pas être compensé par 15 $ par jour. Ok, ça me donne quand même l'impression que quelqu'un essaie un petit peu de prendre un accent américain. Et ça va devenir de plus en plus bizarre. Parce que, comme je vous l'ai dit, bien sûr, il a fallu qu'on envoie quelqu'un à l'université de Stanford pour accéder aux documents. Mais avant d'aller plus loin, on va faire une petite pause et je vais faire quelques annonces publicitaires pour nos sponsors. Ok, bon, rappelez-vous, il aurait dû être extrêmement facile pour moi de démystifier toute l'histoire concernant ce prisonnier 2093.
Était-il la véritable taupe? Était-ce l'étudiant diplômé qui travaillait sous les ordres de Zimbardo? J'ai donc décidé qu'il était important qu'on apprenne absolument tout sur ce sergent, le prisonnier de 093, le sergent. De façon extrêmement surprenante, Philippe Zimbardo n'a pas publié de livre sur l'expérience de Stanford avant 2007. Il a publié en 2007 un livre intitulé « L'effet Lucifer », ça s'invente pas, hein. Et je me suis posé la question, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Et encore une fois, dans le cadre d'une enquête, il faut un petit peu spéculer, il faut se poser les questions, s'interroger. Il faut réfléchir, vous avez quand même le droit de réfléchir. Et donc je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier en 2007 qui rende la publication de ce livre à cette date-là en particulier pertinente? A priori non, ok, donc je télécharge le livre. Parce que si ma théorie soutient qu'il pourrait s'agir de Brigitte, alors je me dis que peut-être ça pourrait faire du sens de se dire qu'il soit arrivé quelque chose à Brigitte et ou à Emmanuel en 2007 qui aurait nécessité ce retour en arrière et cette réécriture de l'histoire. Et il s'avère qu'il s'agit justement de l'année du mariage de Brigitte et Emmanuel Macron. Ils se sont mariés en 2007. Donc là encore, vous avez bien compris, je pose des questions à voix haute comme ça avec vous. Dans le livre de Zimbardo, il parle beaucoup du sergent. La façon dont il réfère à ce personnage, c'est qu'il obéit vraiment à tous les ordres, d'une façon presque tordue, parce que tellement il obéit, ça met les gens extrêmement mal à l'aise, et j'y reviendrai plus tard. Il y a maintenant certains éléments qui auraient pu facilement réfuter ma théorie, rien que la description physique du prisonnier 2093. Quelle est sa taille, par exemple? Eh bien, il se trouve qu'en termes d'aspect physique, le sergent était plutôt petit pour un homme. Le sergent mesurait à cette époque-là à peu près 1m72 et Brigitte mesurait aujourd'hui à peu près 1m68. Et la science nous apprend que les hommes rétrécissent de 2,5 à 7,5 cm entre l'âge de 30 ans et de 70 ans. Ouais les gars, on va tous vers le bas. Donc, ça pourrait faire du sens, c'est une forte possibilité. Donc j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, qu'il fallait bien que quelqu'un puisse accéder au dossier. Donc il fallait vite que j'envoie quelqu'un se rendre à l'université de Stanford. J'ai dit, les gars, je vais mettre quelqu'un dans l'avion, et on a réussi. Et ce qu'on a découvert, les gars, des trucs complètement inhabituels concernant le prisonnier 2093. Tout d'abord, tous les prisonniers impliqués dans l'expérience et tous les gardiens ont dû signer une décharge de responsabilité. Ce qui est assez évident dans une expérience comme celle-ci, ils ont dû signer un formulaire de décharge de responsabilité. Et leur signature, donc quand ils ont signé le document, devait être attestée par un tiers. Donc tous les prisonniers avaient un témoin, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que Philippe Zimbardo, qui a signé avec eux donc la décharge de responsabilité, à l'exception de Glenn Guy et du sergent, connu sous le nom de Tom Williams, tous deux impliqués dans l'effet Lucifer. Dans le livre, on voit que son nom est à la fois Thomas Thompson puis Thomas Williams, bon voilà, dans le livre de Le Texier. Et la signature se lit comme étant celle de Thomas C. Williams, mais il se trouve, c'est pratique, n'est-ce pas, que la seule personne ayant assisté à cette signature, donc la tierce personne étant censée être le témoin, est décédée, ce qui aurait pu présenter un conflit d'intérêt pour un témoin. Et ce témoin, c'était Philippe Zimbardo lui-même. Ok. Et puis ensuite, il y a une boîte de rangement à l'université de Stanford qui contient tous les uniformes de la prison de cette expérience. Et curieusement, le seul uniforme qui est manquant de cette boîte, c'est celui du prisonnier 2093. Nous sommes sur l'enquête, il y a une faible chance qu'il puisse se trouver dans l'Ohio. J'ai envoyé quelqu'un là-bas pour essayer de récupérer ça. Mais bon, on comprend qu'ils sont extrêmement prudents sur ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Mais bon, c'est assez simple de dire que la majorité des uniformes se trouve, est censée en tout cas être à Stanford, et preuve est de constater, nous y sommes allés, qu'elle n'y est pas. Peut-être parce que, je sais pas, moi un uniforme peut retenir l'ADN si vous transpirez dans l'expérience de la prison. Les archives de Stanford contiennent également une liste de toutes les adresses des prisonniers. Parce que souvenez-vous qu'ils ont dû aller les récupérer pour leur fausse arrestation. Ces prisonniers ont dû être faussement arrêtés, et donc ils ont organisé les lieux de ces arrestations. Et il se trouve que le prisonnier 2093 est le seul prisonnier dont l'adresse est indiquée comme étant le premier étage de la bibliothèque universitaire. Parce que cet homme n'a pas d'adresse. Ah oui, c'est vrai, ils nous ont dit que le gars vivait dans sa voiture, donc impossible de le retrouver dans sa voiture. Donc on peut toujours essayer de consulter les dossiers, des adresses, les consulter, de toute façon ce sera une voie sans issue. Les 4e et 5e jours de l'expérience, Philippe Zimbardo a autorisé les parents à rendre visite à leur fils. Et il existe dans les archives une liste dactylographiée de ses parents. Et curieusement, Zimbardo remarque que il sait pas exactement qui a rendu visite au prisonnier 2093. Il écrit, je cite, peut-être son père.
Ok, eh bien, regardons cet individu, parce qu'il existe. Figurez-vous qu'il existe une vidéo de cette personne qui rend visite au prisonnier 2093. C'est d'ailleurs la seule vidéo disponible à ce jour, du jour de la visite concernant le prisonnier 2093. Regardez. Alors, il n'y a pas d'audio sur cette vidéo, mais j'ai du mal à m'imaginer que cet individu puisse être un papa. Cette personne me donne quand même l'impression d'avoir le même âge, exactement le même âge que notre 2093, non? En tout cas, il a l'air plutôt jeune. Il existe également des archives numériques, une feuille dactylographiée. De toute évidence, elle a dû être dactylographiée des décennies plus tard, dans laquelle ils indiquent que 2093 a été visité par un certain Warren Ferras. Furas, pardon. Donc c'est Warren le prénom et son nom de famille Furas. F-U-R-A-S. On n'a aucune idée de qui il s'agit. On dirait même pas un vrai nom de famille. J'ai consulté toutes les archives possibles en ligne, je n'ai absolument trouvé aucune personne du nom de Furas. Donc encore une piste assez mystérieuse. Et bien sûr, le plus important, c'est de passer en revue tous ces communiqués de presse, qui incluaient, comme je l'ai dit, tous les gardes et tous les prisonniers. Il se trouve aucun David Gorchov n'a signé de décharge. Mais attendez, moi on m'a dit que David c'était la taupe. J'imagine que si c'était le cas, vous lui auriez fait signer une de ses décharges à ce David. Ces images, tout cela, toutes ces informations ont été diffusées aux médias. Donc c'est à ce moment-là que mon producteur, Skyler, a contacté Jonathan Mark, donc ce garde qui avait fait ce post sur Reddit en disant « Demandez-moi tout ce que vous voulez », parce qu'il nous avait dit qu'il les connaissait tous, il connaissait tous les participants à l'expérience. Donc le moyen le plus simple de me disculper, parce que c'est quelque chose voilà, que je voulais arriver à faire assez rapidement, c'était de lui faire dire « Bah oui, c'était David Gorchov, je le connais ce gars ». Donc miraculeusement, nous avons réussi à prendre contact avec Jonathan Marks. Il a même dit qu'il était très ravi de m'avoir au téléphone le lendemain matin, même s'il était en Asie à ce moment-là. Donc à notre heure ici aux États-Unis, c'était la nuit, nous l'avons eu au téléphone vers 22h. Et la conversation que j'ai eue avec Jonathan Mark était plutôt vraiment détaillée, il était extrêmement descriptif. Il a pointé du doigt toutes les failles dans l'expérience de Zimbardo. Il m'a dit qu'il avait trouvé que Le Texier avait fait un excellent livre. Et moi, je lui ai dit, pour moi, j'ai plutôt l'impression que Le Texier, il a omis de mentionner quand même des énormes conflits d'intérêts. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de ces personnes qui avaient des liens avec l'armée, et c'est précisément l'armée qui finançait l'expérience. Et ensuite, j'ai commencé à lui poser des questions, évidemment, sur cette taupe. Je l'ai interrogé sur ce post qu'il avait fait sur Reddit il y a 10 ans. Et là, j'ai commencé à sentir un truc un peu bizarre, j'ai eu des doutes, il nous a dit qu'il pensait que la taupe s'était mariée à une fille qu'un de ses amis du lycée fréquentait. Mais ensuite, il a fini par nous dire que vraiment, il avait pas tellement de souvenirs sur cette fameuse taupe de l'expérience. Il nous a dit qu'il se souvenait même pas de son nom. Il nous a dit, bah ouais, c'était peut-être David Gorchov, mais franchement, j'en sais rien, je suis pas sûre. Donc je vous avoue que j'étais pas hyper satisfaite de l'échange que j'avais avec lui. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi ce Jonathan Mark, le garde, avait-il soudainement fait ce post en mars 2015 ? On parle quand même d'un truc 45 ans après l'expérience initiale. Et d'un coup, ce type sort de nulle part, il fait ce post sur Reddit pour dire « Demandez-moi tout ce que vous voulez pour parler de cette expérience ». Donc je suis désolée, je me pose la question à nouveau, je réfléchis à haute voix avec vous et je me dis « Est-ce que peut-être il s'est passé quelque chose d'important dans la vie d'Emmanuel Macron et de Brigitte à ce moment-là, en 2015 ?» Et les gars, je vous mens pas. En mars 2015, la semaine même où ce post a été posté sur Reddit, c'est la première fois où Emmanuel Macron est officiellement présenté au public français. Vous pouvez même le voir sur sa page Wikipédia. Franchement, je peux pas inventer ça. Hein. Il est écrit, Emmanuel Macron s'est fait connaître au public français après son apparition dans l'émission des Paroles et des Actes en mars 2015. Ok, bon, une coïncidence de plus. Hein. Continuons. Moi, je me suis dit, on va pas s'arrêter là, il faut continuer, il faut essayer. Donc, j'ai dit à Skyler, essaie de le contacter de nouveau avec une photo très nette de David Gorchov. Photo que j'avais d'ailleurs réussi à retrouver entre-temps. Quelqu'un qui le décrivait comme étant une connaissance. Il était censé être ce type, c'est censé être la taupe. Donc, demande-lui simplement, en lui montrant la photo, si la photo de cet homme en particulier, vraiment une question claire, si cet homme est la taupe dont il se souvient de l'expérience. Et il nous a répondu que il savait pas, il se souvient pas. Il n'est pas sûr. Donc c'est encore une impasse pour nous. Donc à ce point de notre investigation, je voulais examiner d'un peu plus près le langage du prisonnier 2093, parce que même en maîtrisant une langue, c'est difficile de maîtriser la façon dont vous allez l'exprimer.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, il y a de l'argot, il y a le dialecte, il y a des phrases qui sont propres uniquement à la culture du pays. Il y a une certaine élégance, une certaine aisance dans la langue, la façon dont vous formulez les phrases et dont vous utilisez plutôt un mot plutôt qu'un autre. Donc, il est quand même facile de repérer si si c'est sa langue natale ou pas. Parfois, souvent, quand c'est un étranger qui maîtrise une langue, c'est presque un peu trop parfait, parce que de toute évidence, quand on apprend une langue, on va l'apprendre correctement, on va pas apprendre l'argot directement. Donc on a décidé de regarder la transcription. On ne peut pas l'entendre parler, on n'entend pas les mots, mais on a la transcription officielle, qui est d'ailleurs disponible sur le site web des archives de Stanford du fameux sergent. C'est son entretien de sortie dans lequel on l'interroge sur son obéissance, son comportement, le fait qu'il obéissait si bien aux ordres. On souligne qu'il a fait tout ce qu'il était censé faire, qu'il adorait suivre les ordres. Et nous allons donc lire cette transcription. Voici ce que le prisonnier 2093 a dit. Voici ce qu'il a dit. On pourrait dire que je jouais mon meilleur rôle, parce que je crois que la vie est vraiment... En fait, tout dépend du rôle que l'on joue. Dans presque toutes les situations dans lesquelles j'ai été, je peux la décrire en me basant sur le rôle que je joue. Et être en prison, devoir suivre toutes ces règles, était l'une des premières opportunités où j'ai pu jouer ce rôle basique. Ou tout de moins, autant que je puisse le comprendre, le rôle socle de base sur lequel reposent les autres rôles. Et je ne peux décrire le soi autrement qu'à travers un rôle. Je crois que la chose la plus importante, ce sont les résultats et non pas les tentatives. Donc la personne revient vers lui et lui dit « Mais je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. » Donc 2093 continue en disant « Ce que je veux dire, c'est que je suis capable de changer pour presque n'importe quel rôle. En tout cas, n'importe quel rôle sur lequel le rôle de base puisse être construit dans le but d'accomplir ce que le rôle basique voudrait accomplir. Ne pourrait pas parvenir à accomplir de lui-même. C'est de l'acting. » Donc on lui répond « Ah ok, d'accord. » Donc il lui demande « Mais imaginez que la sélection aléatoire vous est désignée comme garde. Comment pensez-vous que vous auriez pu accéder à ce rôle de garde ?» 2093 répond « Je pense que j'aurais pu faire un bon garde. Je pense que j'aurais pu accéder à ce rôle en étant satisfait des normes posées par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. C'est bizarre. S'il te plaît, on peut tous reconnaître quand même que c'est trop bizarre, cette réponse. Une conversation de routine qui se résume à quoi? C'est bizarre. Il parle de soi en disant, au lieu de dire moi, il dit le soi. C'est pas du tout comme ça qu'un Américain natif parle. Hein. Et c'est clairement pas comme ça qu'un étudiant qui vit dans sa voiture, à une époque où, on le savait, la LSD était répandue partout parce que la Californie avait bien joué son rôle de répandre cette drogue partout. La génération hippie, ouais mec, c'est cool, hein. Et on a ce gars qui débarque et qui commence à parler du rôle de soi, du soi et tout ça. Non. Ce langage est trop parfait. C'est trop bizarre. Il a ce détachement de lui-même, dit qu'il peut jouer, rentrer dans la peau de n'importe quel rôle. J'ai vraiment l'impression qu'on se moque de nous. Hein. Et d'ailleurs, vous pouvez comparer ça à d'autres transcriptions, les transcriptions des autres personnages, dans lesquelles vous verrez que les autres personnes interrogées ont vraiment l'air de vrais Américains. Elles sont beaucoup plus décontractées, avec un langage beaucoup plus usuel. Voici Jim Roney, le prisonnier numéro 4325. On lui demande si l'expérience a été difficile pour lui. Et donc il dit, bah c'est beaucoup plus strict, c'est beaucoup plus... en tout cas, c'est ma vision du prisonnier. Voilà, quelque chose qu'on voit dans les films, quelqu'un qui traîne dans sa cellule. Et en fait, je m'aperçois que c'est un peu plus que ça, parce qu'il faut vraiment renoncer à presque toute individualité. Donc je me contente de faire ce que les gardes me demandent de faire, je reste plutôt obéissant. Et donc ensuite, ils échangent un question-réponse. Et quand on regarde les transcriptions, on voit que c'est du langage parlé, c'est une conversation. Donc là, vraiment... Je me sens ferrée à quelque chose. Clairement, une anomalie avec ce prisonnier 2093. Je ne sais pas vraiment, mais je sais. Vous savez? Et je blague pas quand je vous dis que j'ai même dû me mettre en prière à ce sujet, parce que spirituellement parlant, je sentais que quelque chose d'extrêmement diabolique était derrière tout ça. Et je vais être très claire avec vous, toute cette histoire, on est vraiment dans le temps de Dieu, le temps de la révélation. Parce qu'en ce moment, bien sûr, ce qui coïncide avec tout ça, et c'est ce que nous étudions, d'ailleurs nous lisons dans mon club de lecture à propos de Sigmund Freud, et nous sommes sur ce livre en particulier, L'assaut contre la vérité. Nous lisons l'histoire de Sigmund Freud, les abus sexuels fréquents, sur les enfants qui se produisaient à Paris en particulier, comment il manipulait ces enfants. Il travaillait sous Charcot à Paris, et ensuite il renverse complètement le narratif en disant « Mais non, 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 les enfants, c'est normal qu'un enfant soit attiré sexuellement par ses parents. » Nous avons parlé déjà de cet abus incestueux, atroce.
Et dans le prochain livre que nous allons lire dans mon club de lecture, nous allons à nouveau aborder ce sujet de Sigmund Freud, et nous allons apprendre qu'il était kabbaliste, il avait un Zohar, et s'il y a quelque chose à connaître sur les kabbalistes en particulier, c'est que les chiffres, les nombres, les numéros comptent profondément pour eux. La numérologie en particulier est très importante dans la Kabbale. Alors ça m'a fait penser à un truc, je me suis dit mais attends, les numéros qu'ont ces prisonniers, ça peut pas être juste du hasard, c'est pas des chiffres aléatoires. Ils semblent l'être, mais je suis sûre qu'ils ne le sont pas. Ça doit forcément avoir une certaine signification. Il y a des chiffres partout dans cette histoire. Certains vont comprendre pourquoi ils ont 3 chiffres, d'autres ils ont 4 chiffres. Il n'y a pas tellement de raisonnement, de logique derrière tout ça. Pourquoi quelqu'un aurait cette idée? Ça rend les choses juste plus compliquées encore à gérer. Si vous êtes à la tête de cette expérimentation et que vous vous donnez des chiffres, vous n'allez pas vous compliquer la vie à donner des trucs qui n'ont absolument aucun sens, aucune logique. Enfin, je veux dire, vous voudriez simplement dire, ok, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, peu importe quoi. Et puis ça m'a frappé. J'ai réalisé que tout dans cette expérience est militaire. Donc ces chiffres doivent eux aussi être militaires. Il doit y avoir une sorte de signification militaire derrière ces chiffres. Et franchement, je suis tellement ignorante sur le sujet, je connaissais même personne dans la marine, et je ne savais pas comment on envoie une lettre à quelqu'un qui est sur une base militaire, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, quand tu rentres un code postal et que tu y associes un numéro d'unité? Et donc, quand vous envoyez dans le cadre militaire des courriers comme cela, ça correspond à un numéro de base militaire. Et vous l'avez deviné, les numéros attribués dans cette expérience correspondaient en fait aux numéros des bases militaires en 1971. Et donc nous allons les parcourir ensemble. Nous avons Doug Corpy qui était le numéro 8612. C'est le numéro attribué à la base navale de Long Beach en Californie. Et c'est incroyable que ça m'ait pris autant de temps à retrouver parce qu'apparemment je me suis aperçue que quand c'est un centre médical, on leur donne ce qu'on appelle les numéros DMIS. Mais bon, bref, encore une fois, ce numéro correspond à une base à Long Beach en Californie. Nous avons ensuite Clay Ramsey, le prisonnier numéro 416, ce qui correspond à l'équipe d'ingénieurs au Vietnam. L'équipe navale CB416, plus exactement. Figurez-vous que j'ai retrouvé leur annuaire, je suis en train de le parcourir, et je pense que je vais pouvoir y retrouver un visage familier. Nous avons ensuite le 1037, je vous ai dit que le père de Richard Yako était dans la marine. Je vous ai dit qu'il était ingénieur, cela correspond à l'USS Bronstein. Le commandant était Stanley Thomas, qui dirigeait l'ingénierie du poste de pilotage Hughes. Nous avons Glenn Glee, 3401, qui correspond à l'USS Darter. Et Darter, en 1971, a été transféré à San Diego pour, cette même année, soutenir les opérations de la 7e flotte. Paul Baran, 5704, c'est ce qui regroupe les forces armées d'Europe et du Canada et du Moyen-Orient. Donc avec le code postal 5074. Ou plutôt 7504, Candace s'est trompée. Whit Hubble, sur lui, on n'a rien pu trouver, c'était donc le numéro 7258. J'espère que quelqu'un pourra nous renseigner. Nous avons même eu pas mal de difficultés à établir qui est sa famille, s'il est peut-être lié au télescope Hubble. Donc en ce qui concerne cette personne-là en particulier, nous n'avons que des points d'interrogation. Stuart Levin, 819, c'était le poste naval en 1971 en Espagne. Ils ont envoyé l'équipe d'ingénierie MC4, qui sont arrivés là-bas en juillet. Nous avons Jim Roney, 4325, ce qui correspond au camp Pendleton. Pardonnez-moi, est-ce que je lis ça bien? L'aérodrome fédéral de Moffett. Oui, c'est ça, Mountain View, Californie, désolé. Où est basé le 7e groupe d'opérations psychologiques de la réserve de l'armée. Nous avons également Jerry Shue, également camp Pendleton en Californie. Et c'est également une base navale en Californie, bien sûr. Et ensuite, le dernier mais non des moindres, et s'il vous plaît, ne montrez pas tout de suite la slide suivante parce que je veux vraiment m'exprimer là, face caméra. Nous avons Tom Williams, le prisonnier 2093. Est-ce également une base navale? Les gars, j'ai trouvé la correspondance. J'ai trouvé une correspondance avec une base navale à laquelle, ou plutôt une unité navale à laquelle cela correspond. Et sachez que c'est la seule unité navale de la liste qui ne soit pas américaine. Et il se trouve qu'elle est française. L'île de Clipperton. Qui savait qu'il y avait une base navale sur l'île de Clipperton? Franchement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quoi cette île de Clipperton? Est-ce que c'est juste moi? Donc j'interroge mon mari, il me dit que non, lui non plus n'a jamais entendu parler de cette île de Clipperton, et c'est dingue parce que mon mari est vraiment le roi de la géographie. Et Xavier Poussard, je l'ai interrogé, il me dit que non, lui non plus n'a jamais entendu parler de l'île de Clipperton. Donc, laissez-moi vous montrer cette île dont personne ne semble jamais avoir entendu parler, qui a quand même une base navale et une présence militaire. C'est une île française.
Donc regardez ça sur la carte. Ouais, allons-y, nous y sommes, Clipperton. Mais qu'est-ce qui peut bien se trafiquer sur l'île de Clipperton? Ouais, c'est incroyable, hein. La seule île française, me semble-t-il, dans le Pacifique supérieur, le Pacifique Nord. Je crois que c'est ça, si vous pouvez me corriger si j'ai tort. Donc vraiment, je me pose la question, mais qu'est-ce qui peut bien se trafiquer sur l'île de Clipperton? Personne ne le sait. Les gens se posent des questions et le moins qu'on puisse dire, c'est que on y trouve une histoire plutôt sanglante. Et je crois même que si vous cliquez et que vous voyez le détail du lien sur lequel qu'on vient d'afficher à l'écran, vous verrez qu'il est écrit qu'il se passe beaucoup de choses étranges. Ils disent que c'est une île où il y a beaucoup de folklore. Je me demande, mais quel genre de folklore? Pourquoi la France est-elle sur Clipperton Island? Donc maintenant, croyez-moi que je suis vraiment convaincue que le prisonnier 2093 est suspect. Et donc Skylar m'a dit, mais attends, on n'a qu'à juste qu'à envoyer un message à Jonathan Mark. Le gars est plutôt ouvert, communicatif. Posons-lui directement des questions sur le prisonnier 2093, non? Et franchement, je sais même pas pourquoi on l'a pas fait depuis le début. Parce que, à en croire le livre de Zimbardo, le personnage du sergent était quand même un personnage extrêmement important dans toute cette expérience. Tous les détenus le détestaient littéralement, ils lui avaient pour cause donné ce nom du sergent, parce que le gars était tellement obéissant, tellement militant, tellement militaire dans sa tête, hein. Donc Skylar envoie tout simplement un message à Jonathan Mark qui lui dit la vérité, en lui disant écoute, on a traversé tous les dossiers de Stanford et nous sommes vraiment un peu frappés par l'évidence du manque d'informations qu'on peut trouver pour approfondir le sujet du prisonnier 2093. Apparemment il s'appelle Thomas C. Williams, est-ce que tu peux nous aider? C'est qui ce type? Tu dois t'en souvenir. Et les gars, c'est pas une blague quand je vais vous dire ce qu'il nous a répondu. Il nous répond avec un message qui dit, je cite précisément, ouvrez les guillemets, je n'ai aucun souvenir de lui. Je n'étais même pas au courant de son existence. Fermez les guillemets. C'est une blague. Mais attends, je suis désolée. Vous n'étiez pas au courant de son existence? Il y avait seulement 9 prisonniers qui étaient impliqués dans cette affaire. Vous en avez parlé de façon très explicite depuis le début. Vous êtes dans des magazines, vous avez participé à des documentaires. Vous avez même pris part au récent documentaire qui est paru sur Hulu qui traitait de ce sujet. Et là, d'un coup, vous me dites que ce prisonnier dont Zimbardo a fait une large place dans son livre, que vous vous en souvenez pas, vous savez rien à propos de ce type? Vous nous avez pourtant dit que vous avez bien lu le livre de Le Texier. Vous avez également lu le livre de Zimbardo. Il parle de ce personnage du sergent. Comment ça, vous pouvez pas dire que vous savez pas que ce gars existait? C'est fort comme affirmation. Moi, je sais qu'il existe. Toi qui as fait l'expérience, qui as lu tous ces livres, tu sais pas qu'il existe? Donc Skylar essaie d'approfondir la conversation, lui donne quelques détails en disant bah voilà, voici une photo, ça c'est le sergent, est-ce que tu connais Thomas, tu le connais pas? Et il répond pas vraiment, rien. Il se la ferme. Ok, très bien. Là, on tient vraiment quelque chose. Il est évident, et c'est le moins qu'on puisse dire, que le prisonnier 2093 est extrêmement protégé. Le dernier élément que j'ai dû résoudre, en revanche, c'est le mensonge de Zimbardo. Mais vraiment, le plus gros morceau du mensonge, c'est quand il dit qu'ils étaient tous de la classe moyenne. Et on a réalisé, comme je vous le disais dans l'épisode de la semaine dernière, que l'un des gardes, Chuck Burton, était un descendant des Rothschild. Attends, des enfants de la classe moyenne? Non, oh, d'un Rothschild, mon gars. Non, ton grand-père qui dirige quand même Sears. La famille Herstat, genre la banque Herstat. Qu'est-ce que vous nous racontez? C'est quand même bizarre que tu essaies de faire passer un pauvre gamin qui voyageait avec un sac à dos et qui avait besoin de se faire 15 $ par jour. Et donc, si j'ai raison et qu'il s'agit effectivement de Jean-Michel Trogneux, ça signifie donc qu'au moins 2 enfants agents de Rothschild étaient impliqués dans cette expérience, en tout cas avaient des liens avec les Rothschild, à savoir Chuck Burton et Jean-Michel Trogneux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui aurait motivé les Rothschild à ramener ces 2 individus dans cette expérience? Historiquement parlant, et là je vais juste me fier à mes tripes, on sait des Rothschild qu'ils sont connus pour ne se soucier que d'une seule chose. Je veux dire, c'est une famille qui existe depuis des générations, mais quand on parle des Rothschild, l'or revient toujours sur le tapis. C'est un fait que de dire que la famille Rothschild est connue pour son argent et sa recherche de l'or en particulier. Et bon, j'invente rien en disant qu'ils sont liés au secteur bancaire, non? C'est une genre de dynastie bancaire, en quelque sorte. Et puis, je me suis dit, ok, bah super Candace, mais bon, il n'y a rien qui se passait vraiment de particulier en 1971 concernant l'or. Et là, les gars, c'est complètement dingue. On a faux sur toute la ligne. Il se passait des choses très importantes.
Bon, avant toute chose, vous devriez savoir que de 1959 à 1969, le président de la France était Charles de Gaulle. Et ce qui s'est passé, c'est que Charles de Gaulle, sur la fin, est devenu un peu le syndrome MAGA, hein, Make America Great Again. Parce que toute la discussion sur la mondialisation de la réserve fédérale était sur le point d'éclater. L'Amérique, les États-Unis, s'étaient déjà convertis au système monétaire fiduciaire, d'accord? Avant, le dollar était adossé à l'or, en fait. Et puis ils ont fini par dire, vous savez quoi, on va se débarrasser de ce système, on va plutôt évoluer vers une société de la dette, en fait. C'est le gouvernement qui va décider, mort de rire, ce qui existe vraiment, quoi. Et donc au niveau national, les États-Unis s'étaient déjà éloignés vers cela. Mais en 1971, Richard Nixon était président, n'est-ce pas? Et donc les discussions, c'était de se dire, attends, on va faire ça à l'international, partout dans le monde. On va maîtriser la monnaie, on va juste mondialiser ce système de réserve fédérale. Et Charles de Gaulle était contre ça, vraiment, il n'aimait pas ça du tout. Et donc il commence à faire savoir que non, il rentrera pas dans ce système-là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a déclenché une certaine mini-révolution. Les gens ont commencé à manifester dans les rues en France, ont commencé à réclamer sa démission. Et donc Charles de Gaulle est complètement renversé, on lui dit mais fichez-moi le camp, espèce de MAGA, Make America Great Again. Toi, ce gars-là qui est concerné par les citoyens français, qui est vraiment soucieux, qu'on ne devienne pas en France des esclaves de la dette, il faut vraiment que tu dégages du gouvernement. Et donc à sa place est installé Georges Pompidou. Georges Pompidou qui devient président de la France. Il était initialement Premier ministre et puis il est devenu président. Et figurez-vous qu'en 1971, l'année même de l'expérience de Stanford, devinez ce que la France a fait? La France a rapatrié tout son or des États-Unis. Ils ont dit « Rendez-nous notre or, nous voulons tout notre or ». Et cet effort militaire, évidemment, c'est l'armée qui a dû transférer tout cet or hors d'Amérique. Figurez-vous qu'à ce jour, il n'a jamais été révélé quels étaient les navires de guerre qui ont été impliqués dans le transfert de cet or, physique, de leur physique, donc de transporter cet or en 1971 des États-Unis vers, j'imagine, la France. Après, je ne sais pas si cet or est allé en France. En réalité, personne ne sait où est passé cet or. On n'a pas vraiment de réponse sur le fait de savoir où est passé tout cet or, moi je l'ignore. Mais ça pourrait peut-être expliquer que ce soit la raison pour laquelle, si vous êtes un Rothschild, que vous vous préoccupez du secteur bancaire, vous voulez quand même vous assurer que ce soit des membres de votre famille, des personnes très proches, de confiance, qui soient impliquées dans toute cette affaire, n'est-ce pas? Donc croyez-moi, cette affaire vraiment me concerne. Je suis déterminée. Je dois savoir ce qui se passe. Tout. Si les gars, vous savez quoi que ce soit, par exemple sur l'histoire, sur ce qui se passe sur cette île de Clipperton, s'il vous plaît, envoyez un courriel à l'adresse tips@candaceowens.com qui s'affiche sur l'écran. Parce que croyez-moi, je suis à leur trousse. Si vous savez quoi que ce soit sur le prisonnier 2093, le très mystérieux Tom Williams, s'il vous plaît, envoyez-nous un message à tips@candaceowens.com pour nous informer de ce que vous avez découvert. Vous savez que nous avons déjà consulté tous les dossiers publics disponibles sur le site web de Stanford. Et nous savons, je sais que nous sommes tout proches du but. Et que les implications, parce que je commence à examiner ce qui se passe, cette équipe de la Banque centrale, et vous savez ce que ces ingénieurs ont été envoyés pour faire au Vietnam, et ce qu'une autre équipe qui a été envoyée en Corée a été impliquée dans ce dans quoi elle était impliquée, les implications sont quand même assez graves. Nous parlons quand même de la réserve fédérale. Si vous voulez vous faire tuer très rapidement en tant que président américain, vous n'avez juste qu'à dire que vous voulez rétablir le standard de l'or. Non. Ce qu'ils veulent, c'est asservir le monde, le cribler de dettes. C'est, selon moi, l'objectif de la réserve fédérale. Alors, prisonnier 2093, je suis sur ton dos. Et comme je l'ai dit, la chose absolument formidable sur la stupidité de ce procès, c'est qu'il va précisément nous permettre d'exiger toutes ces informations. Donc peut-être que je vous envoie dans des destinations sans issue, dans toutes ces recherches, mais certainement toute information que vous pourriez avoir sur Guy Chopin, et aussi des informations sur l'origine de ce surnom Thomas C. Williams. Est-ce que peut-être ça aussi, c'est un lien avec l'armée? Je crois avoir vu quelque part qu'il y avait quelqu'un dans l'armée qui s'appelait Thomas Carroll Williams. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui peuvent aller chercher dans les archives nationales et qui pourraient parvenir à approfondir un petit peu davantage le récit sur l'île de Clipperton. Vraiment, je vous serais très reconnaissante. N'hésitez pas à nous écrire à tips@candaceowens.com. Parce que, en fait, ce qu'on est pour l'instant, c'est vraiment l'agence de renseignement décentralisée. Voilà, c'est pour ça que je porte notre nouveau équipement ici, l'agence de renseignement décentralisée de Candace Owens. Et enfin, pour terminer, une dernière chose que sur laquelle j'aimerais que vous m'aidiez, c'est que nous avons
beaucoup de mal à identifier ce Hubble. Nous n'arrivons pas à savoir à quoi son numéro peut correspondre. Encore une fois, si vous savez quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer vos informations à tips@candaceowens.com.